On est dans un monde de vendeurs de rêves, de vendeurs de la meilleure version de soi-même, de vendeurs d'illusions en réalité. Le fait de vivre une vie humaine, par définition, nous expose à l'inconfort, aux difficultés, et on aimerait toutes, non, avoir tout à coup la solution miracle qui fait que on échappe à tout ça. Eh bien, c'est le même piège dans la loi de l'attraction, c'est le même piège dans la pensée positive naïve, tous ces chemins qui finissent par nous emprisonner. C'est nous offrir un problème peut-être réel, un enjeu réel, une solution miracle qui réglerait magiquement tous nos problèmes. Et puis une fois qu'on s'engage là-dedans, évidemment que ce n'est pas le cas, mais on finit par être soi-même prisonnier de l'illusion. Bonjour, bienvenue dans Dialogue. Sans nous en rendre compte, on est pris par des sortes de prisons mentales qui nous empêchent d'être justes dans une situation. Comment elles se mettent en place, ces sortes de mécanismes qui nous fait perdre un peu nos moyens? Voilà ce que je vous propose d'explorer dans cet épisode de Dialogue. Alors, je suis Fabrice Midal, philosophe, fondateur de Réseau, la principale communauté de méditants dans le monde francophone et auteur de nombreux livres. Foutez-vous la paix, suis-je hypersensible? Alors le tout dernier, que je suis très content de vous présenter, La magie de l'ordinaire, ou comment découvrir, dans les choses les plus simples, qui semblent les plus futiles, quelque chose de magique qui peut complètement nous aider à dépasser des difficultés et nous permettre de retrouver la joie d'être. Et au fond, présenter la magie de l'ordinaire, c'est ce que j'essaye de faire à travers mes livres, mais aussi à travers et avant tout ce podcast. Et pour nous parler de ces prisons mentales, j'ai vraiment le bonheur de recevoir Ilios Kotsou, que j'aime beaucoup, que je connais depuis déjà une quinzaine d'années, et c'est la première fois que je le reçois dans Dialogue. Vous allez voir, c'est passionnant. Bonjour mon cher Ilios. Bonjour Fabrice. Voilà, c'est merveilleux de te voir ici dans Dialogue, parce qu'on se connaît depuis tant et tant d'années, nous avons vécu tant d'aventures ensemble, et je suis content de te recevoir pour ton nouveau livre, où tu montres comment cesser d'être prisonnier de comment d'être enfermé dans nos prisons intérieures. Tu travailles en liant beaucoup de disciplines différentes, un rapport à la méditation, un rapport à la psychologie, à de la recherche, d'essayer de montrer que on s'emprisonne, mais il y a des manières très simples de se désemprisonner. Pourquoi si souvent on est prisonnier de nos représentations, du ressassement, et qui nous bloque? Alors si j'avais une réponse simple et facile à ça, ça se saurait depuis longtemps. Et c'est pour ça aussi que dans ce livre, j'essaie plutôt de partir de la première personne, en fait, pour montrer que j'étais une personne ordinaire comme toutes les autres. Je crois qu'une des raisons pour lesquelles on est tellement prisonnier de nos têtes, c'est que notre tête, elle a pour fonction de contrôler. Et donc de contrôler, de prévoir, de nous protéger des risques, mais qu'elle nous coupe aussi de l'expérience directe du moment. C'est un peu comme si j'avais une paire de lunettes invisibles, et le filtre de ces lunettes, c'était en même temps mes peurs, mon passé, mes conditionnements, mes envies, mais que j'étais pas en relation directe, en fait, avec le monde. Et on pourrait dire, si je ne suis pas en relation directe avec le monde, si je ne suis pas en relation avec ce qui se passe, eh bien c'est difficile d'être présent à la vie. En fait, pourtant, on a sans arrêt le sentiment contraire. C'est que s'ouvrir au présent en réalité, c'est un peu inquiétant. On ne sait pas ce qui va se passer. Et notre mental va nous raconter des choses qui vont, au contraire, nous permettre de prévoir ce qui se passe. Or, tu montres, par plein d'anecdotes et de chemins, que c'est un peu le contraire, que notre mental nous raconte beaucoup d'histoires, et on finit par croire à ces histoires, et que ces histoires, loin de nous aider, nous enferment. Oui, on pourrait dire que, en tout cas, ma tête, je la reconnais bien, elle est comme un producteur de fiction, mais qui produit la fiction de manière étonnamment réaliste. Et pour finir, je finis par ne plus faire la différence entre la fiction qui est dans ma tête et la réalité. Donc je pense que c'est vrai, que tout ce qui se passe dans ma tête, je pense que ce que je crois est vrai, que ce que je me dis est vrai, que mes peurs sont réelles, et donc elles m'empêchent, comme des barrières véritables, en fait, d'accéder vraiment à la vie. Et puisqu'on parlait de méditation, moi j'ai l'impression que, dans mon expérience, à un moment, la méditation elle-même finissait par être quelque chose d'intérieur,
plutôt que comme je pense ce que tu proposes, c'est s'ouvrir à la vie en fait. Méditer, c'est être présent à la vie, c'est sortir de la tête. Il n'y a pas d'autre solution en fait que de sortir de la tête. Et pour sortir de la tête, je crois qu'on peut passer que par le corps et par nos 5 sens. C'est revenir au réel de manière très très simple et très directe. Là, tu m'as tendu la perche. C'est sûr que je dénonce beaucoup ce qui est pour la plupart des gens la méditation, qui est quelque chose de beaucoup trop dans la tête, dans la conscience, alors que ça serait, je crois que ce qui est central, tu as bien raison, c'est d'entrer dans le réel et se libérer de cette fiction. Est-ce que tu veux raconter quelques anecdotes, parce que ton livre est bourré tu parles de ton expérience quotidienne pour montrer comment tu te fais toi-même prendre par les prisons mentales. Est-ce que tu veux me raconter une ou 2 anecdotes où tu t'es fait prendre au piège de la prison mentale et comment nous en délivrer pour montrer que ça nous arrive tous les jours? Alors je me souviens d'une anecdote, c'est la première fois où on m'a proposé d'aller enseigner la méditation en prison. Et ma directrice, lorsqu'elle m'appelle de la prison, elle me dit « Ilios, il faut que je te prévienne, il y a certains détenus qui sont assez dangereux qui sont là. C'est une prison de haute sécurité. » Et c'est tout, elle raccroche. Et puis je commence à imaginer dans ma tête, et j'imaginais déjà pris en otage dans la prison, j'imaginais déjà, mais réellement, ma fille grandir sans moi, et voilà, ma tête s'emballait, et je commençais à être de plus en plus anxieux. Et puis à un moment, je suis revenu sur Terre, je m'en suis rendu compte en fait, et puis j'ai appelé, ça m'a permis d'appeler la directrice de la prison, et je lui ai dit, est-ce que vraiment c'est dangereux physiquement pour moi? Elle m'a dit, mais non, Ilios, pas du tout, c'est juste que leur caractère est un peu compliqué à gérer. Et je me souviens quand j'ai dit d'accord, je ne veux pas de gardien dans la session de méditation. Et au moment où on était là, on était assis en cercle, et je m'entends vraiment, je suis le roi des gaffes, de dire aux personnes, si vous faites confiance aux gens qui sont autour de vous, fermez les yeux. J'étais qu'avec des personnes qui avaient commis des choses assez graves, et à mon très grand étonnement, à un moment, j'ouvre les yeux pour être certain que quelqu'un ne se jette pas sur moi. Tout le monde avait les yeux fermés, sauf moi. Et donc, toutes ces personnes qui étaient là faisaient beaucoup plus confiance que moi. Et c'était une bonne leçon, mais ça m'arrive tout le temps. Il m'est arrivé une autre fois de recevoir un courrier officiel en disant, voilà, nous vous demandons vendredi soir, je le reçois en rentrant chez moi, de nous contacter pour une raison très importante vous concernant. Et là aussi, pour une plainte de quelque chose. Et là aussi, tout le week-end, je ne dors pas bien, je me dis qu'est-ce qui m'est arrivé, qu'est-ce que j'ai fait sans le savoir. Et en réalité, c'est parce que sur Facebook, une personne qui répandait des choses pas très honnêtes m'avait tagué, c'était tout. Mais donc la tête, elle imagine, elle crée une légende, elle crée une histoire, on finit par la croire et on finit par se comporter, c'est bien ça qui est malheureux, comme si c'était vrai. Il y a cette citation que j'aime beaucoup qui dit on ne peut pas empêcher les oiseaux de la tristesse de voler au-dessus de nos têtes, parce qu'on fonctionne comme ça, mais on peut les empêcher de faire un nid dans nos cheveux. Tu montres que ces prisons intérieures nous empêchent aussi de répondre très concrètement aux situations de la vie ordinaire. Alors, ton livre est un peu vraiment travaillé, habité par la relation avec ta fille. Et voilà, un jour, ta fille est préoccupée, elle est triste, elle te raconte qu'elle a eu un conflit dans la cour de récréation. Et là, tu vois les mécanismes que tu as de lui répondre. Donc ça, la prison intérieure, c'est pas seulement le ressassement, mais c'est aussi des habitudes mécaniques qu'on a. Et donc, tu vois, il y a plusieurs possibilités. Tu vois que tu es prisonnier et tu essayes de revenir à quelles sont les vraies possibilités pour l'aider. Est-ce que tu peux... Alors cette prison, je l'ai en général dans ma vie, au fond, c'est que lorsqu'elle ne va pas bien, ça fait un reflet chez moi et c'est aussi moi qui ne vais pas bien. Et donc dans l'inconfort, je pars dans mes automatismes qui sont le plus simple en général, c'est de trouver une solution tout de suite. Et pourquoi ? Parce que si la solution est là, hop, inconfort disparu. Une autre solution, parfois toute simple, c'est de vouloir consoler en se disant « mais c'est un peu la même chose ». Et plutôt que d'abord de simplement pouvoir écouter, être vraiment ouvert, disponible à l'écoute. Et puis la leçon qu'elle m'a donnée, c'est que en réalité, le seul moyen de savoir ce qu'est-il pour elle, c'est de lui poser la question. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Dans cette situation-là, c'est ce que je lui ai demandé. Est-ce que tu veux que je t'écoute ? Est-ce que tu veux qu'on trouve une solution ensemble ? Est-ce que tu veux que je te console ? Et parfois, elle me dit, mais je veux juste que tu m'écoutes, papa. Parfois, elle me dit, mais les deux ou les trois.
Ça, je trouve ça génial. Parce qu'on voit bien comment la prison mentale nous met dans un truc un peu stéréotypé. Ma fille souffre, je lui ai trouvé une solution. Mais comme tu dis, peut-être qu'elle a juste besoin d'être d'abord écoutée. Parce que si je veux toujours trouver une solution, le message que je lui donne sur le long terme, c'est qu'elle ne peut pas trouver de solution par elle-même. Et que peut-être simplement en l'écoutant, elle va découvrir qu'elle a plus de ressources que je ne le pensais. Donc je trouve que c'est voilà un exemple très fort de ce que tu montres dans ce livre. Et en écoutant aussi, pour rebondir sur ce que tu dis, c'est que parce qu'on ne sait pas exactement ce qui se passe dans le vécu intérieur de l'autre, on l'imagine toujours par rapport à nous-mêmes. Et je me rappelle un jour aussi où elle était un petit peu agitée. Et alors, je lui dis très gentiment, mais écoute, j'ai l'impression que tu es un petit peu agitée maintenant. Elle me dit, non papa, je ne suis pas agitée, je suis enthousiaste. Et c'était vrai, entre l'agitation et l'excitation et l'enthousiasme, c'est pas du tout la même chose, mais pour moi, extérieurement, je pensais qu'elle était agitée. Non, elle était excitée et enthousiaste. Donc ça, c'est un autre point central pour sortir de ces prisons mentales. C'est important d'apprendre à écouter. Alors on le dit souvent, mais ton livre est vraiment tissé de conseils concrets pour écouter, là, comme tu le montres. Écouter sa fille, écouter, c'est pas juste passif, ça demande de savoir questionner. Et aussi, j'ai l'impression que ça demande de faire la différence entre entendre ce qu'on sait tous faire. Quand ma fille me dit parfois « Papa, tu ne m'écoutes pas », je peux, si je suis de mauvaise foi, répéter ce qu'elle vient de me dire. Oui, parce que j'ai enregistré, mais c'est pas honnête en fait, parce que si elle me le dit, elle a raison. C'est que je n'étais pas vraiment là. J'ai l'impression que pour écouter vraiment, je dois être là vraiment avec mon corps. Ou alors, elle te dit ça aussi parce que t'es là, t'es présent, mais au fond, ce qu'elle te dit reste, tu l'écris très bien dans le livre, dans le cadre de ce que tu connais déjà. T'es pas prêt à ne pas avoir raison, à essayer d'entendre quelque chose que tu ne sais pas vraiment encore. Tu as entendu, mais tu l'as ramené déjà au connu. Et c'est ça que tu montres, que pour entendre pour de bon, il faut que j'accepte de m'ouvrir peut-être à que l'autre dit quelque chose que je ne connais pas du tout, même si ça a l'air semblable à ce que je connais. C'est ça un peu. Oui, accepter aussi d'être remué, accepter d'être bousculé, accepter de sortir des certitudes que l'on a, accepter de ne pas avoir raison. Quand j'étais plus jeune, moi j'étais élevé dans en tout cas la culture dans laquelle j'étais, même peut-être personnelle ou contextuelle, le fait de ne pas avoir raison, c'était vraiment quelque chose qui menaçait le sentiment d'identité. Alors que je vois avec elle, on peut juste avoir raison, et puis parfois ne pas avoir raison, il n'y a pas d'enjeu identitaire à ça. Et je me dis quelle chance, quelle grande flexibilité, lorsqu'on peut être ainsi ouvert à ce que la vie nous apprend, sans faire à chaque fois une grande histoire personnelle. Alors, il y a un autre élément pour réussir à écouter et sortir de ces prisons mentales, c'est de ne pas faire de suppositions sur ce que l'autre dit. Et là, tu t'appuies sur beaucoup de recherches en psychologie de pointe, sur le biais de confirmation qui nous aveugle beaucoup. Est-ce que tu veux essayer d'expliquer comment le biais de confirmation nous aveugle et comment ça participe de cette prison mentale ? Je peux te raconter une petite histoire, si tu veux, pour l'illustrer, mais je me souviens d'une situation où je suis avec un ami philosophe, justement, et on s'apprête à donner cours dans une abbaye. On avait rendez-vous le matin avec la personne qui devait nous ouvrir la porte. Et donc on se retrouve là, lui et moi, on commence à discuter, une demi-heure avant, et on attend. Puis l'heure du moment où la personne devait être là pour ouvrir passe, et on attend, et puis une agitation qui commence à monter, et là on est en train de se dire, mais quand même, il nous a oubliés, et puis un peu après, mais quand même, il nous manque de respect, mais il va quand même pas nous faire payer alors qu'il n'est pas là à l'heure, et ainsi de suite, jusqu'au moment... Et donc les gens arrivent. Les gens arrivent, il y a une forme un peu d'énervement qui s'installe, jusqu'à ce qu'une participante, tranquillement, pousse la porte, et la porte était ouverte. Et nous, on était les deux bras cassés de la méditation et de la philo, en train de plein de suppositions, à l'extérieur, en train d'attendre, enfermés à l'extérieur, devant une porte ouverte. C'est quoi le biais de Ce biais de confirmation, c'est le fait que chacune d'entre nous, en fait, ce qui nous arrive, c'est qu'on va prioritairement enregistrer l'information qui correspond à ce que l'on pense déjà. Et donc, si j'ai une idée sur quelqu'un, sur les autres, sur la vie, j'enregistre prioritairement ce qui correspond à ce que je pense déjà. Et donc, je m'enferme dans ce que je pense déjà. Et évidemment, les algorithmes des réseaux sociaux vont renforcer cela, puisque eux aussi vont nous proposer de l'information qui confirme et qui ressemble à ce qu'on consomme déjà.
Et donc nous voilà pris dans une forme de prison qui se renforce continuellement. C'est compliqué de sortir de ça, d'être ouvert à quelque chose de différent. Maintenant qu'on a un peu vu le cœur de ton propos, j'avais envie, parce que dans le livre tu en parles, de retracer un peu ton chemin et comment tu en es arrivé là. Et en plus, tu as une histoire absolument pas banale. Est-ce que tu peux essayer de raconter un peu ton enfance ? Alors comment raconte-t-on l'histoire d'une vie ? C'est toujours un retour qu'on fait en arrière, on le reconstruit toujours, mais j'ai grandi dans une secte dans le sud de la France. Donc c'est vraiment une vraie secte. Une vraie secte, oui. Alors, c'est pas une parole, ce que je veux dire, c'est pas une manière de parler, c'est vraiment la secte dans tout la représentation qu'on a de la secte. Qui n'est pas très originale, malheureusement, puisqu'au fond, c'est quelqu'un qui va diriger un groupement, alors, pratique bouddhiste, mais c'était une secte, parce que la personne qui le dirigeait, on l'a vu par la suite avec un procès, abusait des enfants, volait les héritages, voilà, donc sexe, abus de pouvoir, et ainsi de suite. Donc, vous étiez combien ? À un moment, quelques centaines répartis dans le sud de la France, et puis en Belgique, au Portugal, oui. Et toutes des personnes, ce qui est triste, des personnes en général en quête de quelque chose, des personnes sensibles, mais qui étaient, voilà... Et tes parents, t'avais quel âge quand tes parents ont décidé d'habiter dans la secte ? Ma mère seulement, donc j'avais 3 ans et quelques lorsque j'étais emmené là. Alors, ton quotidien ? Mon quotidien, c'était me lever le matin très tôt pour aller prier dans un temple, en tibétain, mais je ne comprenais pas beaucoup de ce que je racontais, ce que je chantais comme prière. Et puis après, je pense que c'était quelque chose comme 5 heures du matin. Et puis après ça, il y avait un grand nombre d'activités en fonction de l'âge que j'avais, évidemment. Les activités étaient différentes, il fallait participer, couper du bois. Les toilettes étaient à plusieurs centaines de mètres, donc un nombre d'activités quotidiennes. Et puis l'école se faisait là, dans le lieu de la secte. Et puis de nouveau... Et tu n'avais pas beaucoup de liens avec... Tu ne pouvais pas trop voir ta mère. Alors, ce qui était très paradoxal, c'est que ma mère s'occupait des enfants. C'est elle qui s'en occupait. Et moi, je la voyais, évidemment. Mais je ne pouvais pas l'appeler maman, puisqu'elle était la mère de tous les enfants. Et donc, c'était une relation un peu spéciale de me retrouver avec une maman qui était la maman de tous. Et évidemment, on peut dire l'avantage, c'est qu'elle était là. Le désavantage, c'est que quand les autres parents, parfois qu'1 ou 2 fois par an, venaient chercher leurs enfants, moi, je continuais à vivre avec ma mère qui était là, mais qui n'était pas ma maman, en fait. Elle te disait, jamais tu l'appelais maman ? Jamais je l'ai appelée maman, pendant ces années-là. Et comment t'as fait pour pas être plus traumatisé ? Alors, je pense que la chance que j'ai eue, c'est que j'ai reçu d'elle et peut-être d'un environnement une confiance fondamentale. En fait, j'ai eu ça qui était dans la vie. Quelles que soient les circonstances les plus adverses, il y a quelque chose de bon. Malgré tout ça, il y a quelque chose de bon. Alors évidemment, j'en suis ressorti avec plein de blessures affectives, de difficultés relationnelles et toutes, puisque c'est comme ça. Quand on est blessé, on finit par être très réactif à beaucoup de choses. Parce que la chose va être poussée très loin. Quand ta mère va tomber malade, on ne te prévient pas, on ne t'explique pas. Voilà. Dans une secte, c'est ce qu'on fait. On fait le bonheur des gens contre leur gré. On sait ce qui leur fait du bien. Et donc, la personne qui dirige sait qui doit dormir avec qui doit faire quoi, qu'est-ce qui doit se passer. Et donc, ma mère a le cancer. On la soigne pas, évidemment, elle est dans les sectes, il y a toujours des soins alternatifs. On l'envoie en Belgique. Et moi, un jour, on me dit, ça fait déjà des mois que je ne l'ai pas vue. Tu es au courant de rien. Je suis au courant de rien. Et ça paraît bizarre à 16 ans. Mais au fond, voilà, quand on est enfermé, on a à 16 ans, tu étais encore dans la secte ? J'étais encore dans la secte, je ne me rendais pas compte de son état, jusqu'au jour où on me dit, une chose grave vient d'arriver, monte dans cette voiture, et après 12 heures de route, je descends de la voiture, et là, quelqu'un me dit, ta mère vient de mourir. Et tu t'es douté dans la voiture ? Non, je ne me doutais pas de... Mais alors, évidemment, le choc que j'ai vécu, pour moi, c'était un choc violent, et ma réaction, la seule possibilité que j'ai eue à ce moment-là, c'est de me fermer. Et donc, j'ai fait pendant longtemps comme si rien ne m'était arrivé. Donc j'ai vécu comme si rien ne m'était arrivé. C'est ce qu'on trouve dans les traumatismes, cette forme de dissociation qui fait que c'est trop douloureux. Alors les personnes autour de moi pensaient que j'étais très résilient, mais c'était pas juste, c'était pas ça. C'est que j'étais incapable de faire face à ça. Et il y a un prix à payer à ça, c'est que ma sœur d'1 an de plus, qui a été pendant longtemps la victime directe du leader de la secte, elle aurait eu tellement besoin de quelqu'un qui aurait pu l'écouter, qui aurait pu pleurer avec elle, qui aurait pu l'entendre et la soutenir, mais ça m'était complètement impossible. Incapable que j'étais de faire de la place à mes propres douleurs, j'étais évidemment incapable d'être à l'écoute des siennes. Et donc,
C'était une leçon dure, en fait. Quand tu te fermes à ce qu'il y a de douloureux, tu te fermes aussi à la capacité de ressentir la vie et puis de ressentir la douleur des autres. On comprend que tu passes ta vie maintenant à essayer de nous libérer des prisons mentales, ayant toi-même vu la catastrophe de la prison mentale dans laquelle tu étais enfant. Et puis après, c'est ton père. Oui. Alors, 1 an après, le leader de nouveau nous dit « Partez en Grèce, votre père a eu un accident, à ma sœur et moi, il y a peut-être un héritage à aller chercher. » Pourtant, ton père n'était pas dans... Il n'était pas dans la secte, non. Et comment il était au courant? Alors, par des messages, par quelque chose, je ne sais pas très bien comment, mais en tout cas... C'est horrible de dire... Mais c'est pour un héritage, c'est ce qui l'intéressait. Il dit, ce qui l'intéressait, c'est qu'il y ait de l'argent c'est horrible. à aller chercher. Mais c'est d'une pas de brutalité compassion. folle. Oui, c'était très très brutal. Et ce qui est étonnant, c'est que nous, ça ne nous choquait pas. Comme le poisson ne sait pas qu'il est dans l'eau, nous, on était complètement conditionnés et on y va. Et là, on apprend que notre père s'est suicidé. Et les gens qui sont là-bas nous disent, avec beaucoup de détails, comment ça s'est passé. Et aussi, il a mis fin à ses jours parce que vous n'étiez pas près de lui, vous ne nous occupiez pas de lui. Évidemment, de nouveau, c'est un nombre d'émotions compliquées. Et donc, le suicide est souvent une chose compliquée à vivre pour les personnes qui restent. Puis il y avait vraiment une colère importante du fait qu'il nous ait laissés, mais une colère par rapport à moi-même, je ne sais pas si ça a du sens, d'en vouloir à quelqu'un qui avait mis fin à ses jours, et tout ça complètement fermé à l'intérieur. Il m'a fallu du temps pour ces 2 événements-là, au fond, pour moi, c'était revenir sur le pas de la porte intérieure et avoir le courage d'ouvrir la porte, de faire face à mes fantômes. Mais je pense que ce qui a été la conséquence de ça, c'est vraiment, pour moi, ça a été une bascule, c'est que le fantôme que je fuyais, mais les fantômes courent toujours aussi rapidement que nous. Et le fantôme que je fuyais, le décès de ma mère, celui de mon père, s'est transformé vraiment pour moi comme une fleur dans le jardin intérieur. Et cette fleur-là, j'ai pu aller l'arroser, et parfois de quelques larmes. Et j'ai eu beaucoup plus d'ouverture à la tristesse, à la nostalgie, c'est une émotion que j'aime beaucoup, après ce travail-là qu'avant. Avant, il n'y avait que une forme de joie, dont une partie était authentique, mais l'autre était un refus, en fait, une fuite. Et par la suite, cette ouverture-là m'a rendu beaucoup plus sensible, en réalité. Comment tu as quitté la secte? Alors, je me souviens du jour, du moment et de ce que j'ai dit à ce moment-là, mais je crois que je l'ai quitté par les rencontres, grâce aux rencontres que j'ai faites dans mon existence. Des rencontres de personnes, des mains tendues, et des rencontres dans les livres, étonnamment. T'avais quel âge? Toujours. Alors, j'avais peut-être 22 ans, 23 ans. Et je crois que le fruit de ces rencontres-là, ça fait un chemin en moi. Toutes les rencontres dans les livres dans lesquels je me suis plongé, desquels je suis ressorti différent, toujours touché, traversé, travaillé. Les rencontres de personnes, le nombre de conférences. J'avais une soif dans cette secte, quand je suis arrivé en Belgique, une soif d'apprentissage immense. Et donc, je ne pouvais pas passer mon temps à... Jamais je regardais de films, ou jamais... D'ailleurs, en sortant de là, j'avais vu 2 films de ma vie, de mes 3 ans à mes 17 ans, je n'avais vu que 2 films, pas d'émissions de télé, donc j'étais un drôle d'extraterrestre. Et j'avais une soif de connaissances, de conférences, de tout ça. Et un jour, je me souviens, j'étais là avec... je travaillais dans une entreprise de produits bio. J'avais une petite pièce au-dessus d'un entrepôt qui faisait 2 mètres carrés. À la secte? Appartenant à la secte, 2 mètres carrés sans fenêtre. Et on travaillait tous les jours de la semaine. Mais ce n'est pas ce que je raconte souvent. Ça fait un peu misérabiliste, mais c'est pas ça qui m'a fait souffrir, en fait. Des conditions de vie difficiles, c'est pas ça qui m'a fait du mal. C'est vraiment les blessures affectives qui sont beaucoup moins visibles, mais plus dures à guérir. Et là, un jour, la personne qui dirigeait ce petite antenne locale de la secte me dit « Écoute, Ilios, tu es tout le temps en train de partir quand tu as fini de travailler, à tes conférences, à tes trucs, ton énergie nous dérange. » L'énergie, c'est un peu le truc dans la secte, tout était en termes d'énergie. Et ce jour-là, le travail intérieur avait fait son chemin, et je lui ai dit « Écoute, si mon énergie dérange, eh bien je m'en vais. » Et t'es parti? Et je lui ai laissé le temps de me remplacer, et puis je suis parti. Donc quand même, c'était une secte, on pouvait quand même sortir. Alors, c'est ce que parfois les gens ne comprennent pas, en tout cas dans ces sectes, celle-là et d'autres que j'ai pu observer, c'est que les barrières ne sont pas physiques. Mais la barrière intérieure, elle est beaucoup plus haute qu'une barrière physique. Une barrière physique, tu as l'énergie peut-être parce que tu la vois. Tu peux imaginer ce que tu vas faire comme chemin pour passer au-dessus, à côté ou en dessous. Mais la barrière mentale, elle est beaucoup plus grande, elle est parfois infranchissable, elle est invisible. Pour moi, la secte, c'était tout. C'était ma famille, ce sont mes références, et partir d'un endroit, alors c'est rien comparé à ce que d'autres ont vécu, mais où tu n'as en fait ni diplôme, ni entourage, ni quelqu'un pour t'accueillir. C'était quelque part ça aussi, c'était me lancer dans l'inconnu, mais j'avais un appel en moi plus important. En fait, l'appel de ce qui réellement en moi était important et me tirait vers ailleurs, était plus fort que la peur de quitter ce que je connaissais déjà. Et c'est ce qu'il fallait, non? Que l'inconfort
monte et que l'appel de l'inconnu soit plus fort que la sécurité. Et comment ça s'est passé quand tu es sorti de la sécurité? Qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai fait 1 million de choses différentes. Je ne pensais pas que tu allais me poser ces questions-là. Alors j'ai fait tellement de choses différentes. Je me suis occupé d'étudiants stressés. Alors, j'avais beaucoup lu, j'avais beaucoup suivi de stages différents, mais je n'avais aucun diplôme pour ça. Et puis je me suis occupé notamment d'un boxeur guinéen qui est devenu député en Belgique, où je me suis retrouvé à Conakry, dans un stade où il y avait 40 000 personnes, où j'étais son accompagnateur psychologique. Et puis, heureusement, il a gagné le combat pour lequel j'étais là. Et on a dû m'exfiltrer, parce que quand 40 000 personnes sont joyeuses, c'est beaucoup plus dangereux que quand 2-3 ne sont pas de très bonne humeur. Donc voilà, j'ai bourlingué un petit peu autour du monde avec des expériences comme celle-là. Et comment tu as fait pour donc ouvrir la porte de cette prison mentale et entrer en rapport à ton propre cœur qui avait été... Quelles sont les étapes et comment tu as fait? Alors je crois que les étapes, elles passent pour moi, c'est toujours passé par la rencontre en fait. C'est passé par des personnes que j'ai rencontrées, par des personnes qui m'ont tendu la main. Et parfois, ce qui est étonnant, c'est que et triste peut-être, mais c'est que je n'ai pas reconnu directement. Ce sont des années après, en regardant en arrière, que je me suis rendu compte que tant de personnes m'avaient tendu la main. Et au fond, la légende que je me suis racontée quelque part, une légende qu'on aime bien, c'est voilà quelqu'un qui ses parents sont décédés, il n'a pas au début pas de diplôme, il n'a pas de ressources, il n'a rien. Et soi-disant, par la force de sa volonté, il va s'élever au-dessus de sa condition pour en faire quelque chose. Évidemment, ça n'a aucun sens. La vérité, c'est que, bien sûr, il faut regarder les mains et les saisir, mais sans les mains tendues, je ne serais arrivé nulle part. Et ces mains tendues étaient de très très différentes natures. Un médecin, Jean-François, je dis juste son prénom, qui avait été aussi dans la secte et qui avait été un mouton noir. Au sortir de mon adolescence, arrivé en Belgique, il me tendait, j'allais le voir tous les mois, il me tendait un livre, je lisais le livre, je revenais le voir, il débouchait une bouteille de vin rouge, dont je buvais quelques gorgées, et on discutait du livre, et il ne m'a jamais dit « je crois en toi, tu es une personne intelligente », quoi que ce soit. C'est seulement sa manière de me questionner, de me parler, montrait qu'il me prenait vraiment au sérieux. Il a cru en moi bien avant que j'y ai cru. Et longtemps après, des années après, j'avais déjà fait mon doctorat et ainsi de suite, je l'ai recontacté, je lui ai écrit une lettre de gratitude et je la lui ai lue. Et puis j'ai eu plein de larmes et lui aussi. Ça m'a été très doux de pouvoir lui... Ça a été doux de pouvoir lui dire merci. Donc c'est ça qui t'a un peu aidé. Et c'est intéressant, donc, dans ce travail... Ça me fait du bien, en tout cas, d'y revenir. Ce sont des larmes, mais elles sont plutôt des larmes de gratitude. Et ce qui est intéressant dans ton cheminement, c'est que tu remontes, et là, tu t'engages à un vrai travail de savoir, puisque tu vas t'engager, tu vas faire un travail à l'université pour essayer de comprendre justement les prisons mentales et comment nous en délivrer. Et tu es devenu docteur. Donc c'est tout. Et oui, les chemins de la vie sont étonnants. Bah oui, parce que donc là aussi, t'avais pas fait d'études et au fond t'avais été un peu coupé du savoir, et loin que ça te bloque, tu décides je vais me former. Alors j'étais toujours avide de connaissances, avide de savoir. Et dans ce chemin qui m'a amené au doctorat, je suis quand même passé par quelque chose qui était fondamental dans ma vie. J'ai travaillé pendant 3 années avec un danseur et chorégraphe contemporain, Stéphane Chappell, qui travaillait, lui, uniquement avec des danseurs et des comédiens. Et après avoir beaucoup bourlingué, suivi des stages et lu des centaines de livres, j'en étais quand même quelque part beaucoup dans ma tête. Et là, pendant 3 années, je suis rentré dans un loft d'une rue inconnue où rien n'était écrit par un ami. Et le jour où je suis rentré là, je savais que j'étais au bon endroit. Et pendant 3 heures, on travaillait sur le mouvement. Il m'était impossible de comprendre ce que racontait ce chorégraphe parce que son langage artistique m'était complètement... c'était inconnu. Mais j'ai vécu pendant ces 3 ans, dans le corps, tout ce que j'avais appris dans la tête. Et ça a été vraiment un travail important pour moi. Et je pense que c'est
un des moments de bascule dans mon existence. Pour sortir de cette prison mentale. Comment, au fond, se laisser traverser par les émotions plutôt que lutter contre elles. Comment prendre de la distance en plongeant dans l'expérience plutôt qu'en essayant de la tenir loin de nous. Et puis, je suis arrivé à l'université, et là, ça a été aussi un moment vraiment intéressant, et puis un moment aussi de challenge, on va dire, pour moi, de me dire, est-ce que c'est possible? Est-ce que je vais réussir dans une manière très différente de devoir absorber de la matière, la structurer, la réfléchir pour pouvoir arriver au doctorat? Et puis, je me suis intéressé à la question des émotions, et de savoir si une personne adulte, elle peut encore développer cette forme de compétence au niveau de ses émotions. Est-ce que nous restons toujours plastiques? Alors que l'on sait qu'à partir d'un certain âge, le cerveau est quand même un tout petit peu moins plastique. En fait, on peut. Mais oui, c'est tout le sens de ton travail, de tellement de personnes. Oui, on peut encore, bien sûr. Et c'est ça, sortir des prisons mentales aussi, c'est accepter de continuer à apprendre, oui. Et que nous pouvons avoir une plus grande maturité émotionnelle qui est essentielle. Alors ça, dans plein de directions différentes, la manière de se délivrer de cet enfermement mental. Alors, on ne va pas reprendre tous les points de ton livre, parce que la force de ton livre, c'est en des petits chapitres de montrer chaque fois un point pour ouvrir les choses, mais il y a une distinction dont tu parles très bien, qui est la distinction entre la détresse empathique et la compassion. Donc on confond beaucoup les deux, c'est un des grands problèmes, les gens qui essayent de s'ouvrir, tout ça, confondent ces deux points. Alors est-ce que tu veux bien définir la détresse empathique et la compassion, et pourquoi c'est un axe central pour s'ouvrir au réel et sortir de sa tête? Alors, la détresse empathique, ça serait la résonance émotionnelle, mais une résonance qui fait qu'au fond, ce que l'autre vit va résonner avec mon inconfort à moi. Et donc, comme il y aura ce rapport très très direct qui va réveiller mon inconfort à moi, il n'y a pas de distance par rapport à l'autre, et en réalité, sans m'en rendre compte, ce qui me préoccupe à la fin, c'est ma propre détresse. Elle va prendre tout mon espace et me rendre quelque part incapable de réellement comprendre l'autre, et encore moins d'agir pour quelque chose. Ça reprend ce qu'on avait dit un peu à un niveau mineur avec ta propre fille, de juste essayer de lui donner une solution parce qu'elle est angoissée, peut-être juste, au fond, travailler sur ta propre détresse empathique plutôt qu'avoir une véritable compassion. Oui. Et la plupart du temps, quand les gens parlent de compassion, ils ne se rendent pas compte que c'est un enfermement assez égocentrique dans leur détresse empathique et que c'est pas... Alors, c'est quoi la vraie compassion? Alors, la vraie... Je crois que c'est plus toi qui pourrais nous dire ce que c'est que la vraie compassion. Mais je dirais que la compassion, elle se différencie de simplement la détresse. C'est que ce reflet, bien sûr que je peux être touché par le sentiment de l'autre, mais après, ce qui va être central, c'est le fait justement de pouvoir soulager la souffrance de l'autre. Et donc le point central va être sur soulager la souffrance, et non pas sur le reflet qui est chez moi. Et donc ça nous amène vers l'autre, et ça nous amène aussi dans l'action. Moi, quand je pense à la compassion, je pense à une phrase que j'ai entendue un jour en italien, et qui m'est restée, qui est « Ti voglio bene », je te veux du bien. Et donc la compassion, elle est dans cette idée de vouloir du bien à l'autre, et donc c'est une émotion qui est positive. La détresse empathique, elle n'est pas positive pour nous, et souvent elle va nous empêcher d'agir de manière juste envers l'autre. Alors il y a un élément de ton chemin qui vraiment m'impressionne beaucoup, c'est que malgré ton histoire, un peu quand même assez terrible, d'un maître qui vous plonge dans un monde tibétain et qui vous manipule, comment as-tu réussi à pas confondre les deux? Parce que souvent, du coup, on voit les gens qui ont été blessés quand ils étaient enfants. Par exemple, on pense beaucoup plus aujourd'hui au christianisme, qui ont vécu dans des écoles catholiques, ça s'est mal passé, sans parler forcément de graves maltraitances, mais du coup, ils ont tendance à jeter le bébé avec l'eau du bain. Et toi, ça n'a pas été ton cas? Pas tout à fait, je crois. Je crois que ça a été mon cas certainement à un moment. Ce sont des phases de la vie. J'ai eu un moment de recul par rapport à ce qui était spiritualité, certainement religion et ainsi de suite. Et puis il m'a fallu faire ce chemin pour me réconcilier avec ce qu'il y avait de juste et de profond dans différentes traditions. Comment ça s'est fait? Après un moment de recul. Donc au début, il y a eu une sorte de rejet? Oui, il y a eu un rejet, beaucoup de jugement, il y a beaucoup un aspect très critique où j'avais du mal à faire la différence. Et je crois qu'étonnamment, la recherche scientifique a été pour moi un des points d'ouverture. C'est que tout à coup, je pouvais revenir à la méditation, par exemple, avec une manière d'être rassuré, en me disant, tiens, c'est pas dogmatique, ça peut être... en même temps, il y a de la science, en même temps, on peut le vivre à la première personne, et ainsi de suite. Et donc, de replonger dedans par
par la science, m'a redonné une forme d'ouverture. Et puis il y a eu des expériences personnelles aussi. Je me souviens d'un voyage que j'ai fait en Inde, longtemps après être sorti de la secte. Je pars là-bas et je pense que je suis déjà libéré de mes illusions et ainsi de suite. Et puis je me suis rendu compte, ça n'a pas été très confortable, qu'en réalité, au fond de moi, j'avais comme une espèce d'idéal et que je rêvais toujours de rencontrer un gourou sur le bord de la route qui me dise « Ilios, viens, je t'attends et accompagne-moi ». Et ça a été vraiment un voyage salvateur qui m'a nettoyé un peu de ces illusions-là. Et le fait d'avoir moins d'illusions, de cesser de penser qu'il va avoir le grand soir va arriver, que la colonne de lumière va descendre du ciel, m'a permis justement de mieux apprécier des choses toutes simples et de me réouvrir des expériences, y compris méditatives, d'aller réécouter des conférences avec un esprit peut-être critique, mais davantage ouvert et apprécié. Est-ce que tu t'es vraiment, après, engagé très fortement? Est-ce que t'organises un grand nombre de conférences et même tu as eu un lien avec le Dalai Lama. Comment ça s'est fait et comment tu t'es engagé dans ce chemin-là? Alors, c'est par Mind and Life, qui est une association justement créée à l'origine par Francisco Varela, qui était ton enseignant de méditation, si je ne me trompe pas. Absolument. C'est même Francisco qui a inventé qui a eu l'idée du Mind and Life. Exactement. Donc, j'étais quelquefois... Ce qui fait que nous avons des liens secrets comme ça. Et donc Mind and Life organise toujours chaque année un camp d'été où il y a 4 jours de sciences de haut niveau et 1 jour de méditation au milieu et de pratique contemplative. Et dedans, on rencontre des grands neuroscientifiques, des personnes comme Francisco Varela, qui allait d'ailleurs quand il était vivant, et aussi des contemplatifs comme Mathieu Ricard. Et donc j'étais là dans cette session de Mind and Life 2007 peut-être, et Mathieu Ricard est là. Et je lui dis, tiens, c'est tellement intéressant tout ça, c'est tellement intéressant, ces liens entre la science et l'expérience. Et je lui dis, c'est dommage qu'on n'en a pas en Belgique, on n'a pas connaissance de ça. Christophe André n'avait pas écrit son livre « Méditer jour après jour », il n'y avait pas encore ce boom de la méditation. Et j'invite Mathieu Ricard en Belgique en lui disant, j'ai envie de vous inviter à venir pour une conférence. Il me dit oui. Et j'organise cette première conférence en 2009 avec Christophe André, Mathieu Ricard. Je vais voir Christophe à son hôpital à Sainte-Anne avec une tablette de chocolat, c'est comme ça que je l'ai convaincu. Et puis Christophe et Mathieu viennent avec un professeur d'université aussi, et c'est le début d'une aventure, mais qui n'était pas prévue au fond. Ça a eu un grand succès, j'étais très très incompétent pour organiser quoi que ce soit, donc on avait une file dans la rue de 400 personnes qui attendaient de rentrer sur un petit papier où je regardais les inscriptions. Et puis Mathieu Ricard a beaucoup aimé, et puis il est revenu. Et puis j'ai eu cette envie que m'accompagne de croiser des regards à chaque fois sur un thème. Tu es venu aussi, où on peut avoir le regard d'un philosophe, le regard d'une scientifique, le regard de quelqu'un qui s'intéresse aux animaux, et ainsi de suite, pour chaque fois explorer différentes dimensions de la vie. Et c'est comme ça que tu as fini par inviter le Dalai Lama à venir en Belgique. Et ça, c'était avec Mind and Life, où j'ai co-organisé sa venue, et aussi dans cette question de regard qu'on a croisé autour d'un thème. Donc quand la science et la contemplation discutent, c'est drôlement intéressant. Est-ce que tu peux dire quelque chose de ta rencontre avec le Dalai Lama ? Alors c'est difficile de dire quelque chose. Ah oui, je veux dire, ce qui m'avait vraiment frappé, c'est dans l'organisation, dans les coulisses. Ce qui m'avait vraiment frappé, c'est le fait qu'il considère la personne qui nettoie ou celle qui venait servir de la même manière qu'il allait considérer le maire de Bruxelles ou le ministre qui venait le voir. Et ça m'avait frappé. Je me suis dit, tiens, quelqu'un qui, dans une très grande simplicité, peut considérer une femme ou un homme de la même manière, quelle que soit sa position sociale. C'était un peu différent de ton chef de secte. Exactement. Et d'autres personnes que j'ai rencontrées dans le monde de la spiritualité, où justement, tiens, je rencontre quelqu'un que j'ai pas vu depuis longtemps, ou de la philo, il commence à me dire bonjour, et tout à coup, une personne importante passe, et j'avais complètement disparu. C'était pas du tout le cas. Un autre point aussi peut-être qui est frappant de la rencontre avec le Dalai Lama par rapport à tout ce chemin et à ce piège, c'est que le Dalai Lama ne joue pas du tout au maître spirituel et à l'être éveillé. Au contraire, oui. Dès qu'on lui pose la question, il montre qu'il est qu'un moine qui pratique. C'est pas juste par fausse modestie. Il défait cette illusion que nous avons.
Et je crois que c'est un peu aussi un des axes de ton travail, déjà de ton précédent livre, de montrer ce piège que nous avons quand nous parlons de spiritualité. Alors peut-être il y a ton histoire, de voir le piège, de voir le gourou parfait. Tu as raconté après dans ton voyage en Inde. Un des chapitres que je trouve les plus forts de ton livre, c'est la description de cette idée qu'il y a une panacée qui va régler tous nos problèmes. Pourquoi ça, c'est un piège? Pourquoi c'est un piège? On pourrait dire, pourquoi c'est un piège de croire que le Dalai Lama est une sorte de surhomme éveillé? Pourquoi c'est un piège de croire qu'il y a une panacée qui va régler nos problèmes? Pourquoi on attend tous qu'il y ait une solution qui va faire que d'un seul coup, ben voilà, j'ai plus être angoissé, j'ai plus avoir de problème, alors que c'est la négation du sens du chemin. Voilà un peu 3 manières de poser la même question. Mais je crois que, d'ailleurs, c'est depuis toujours, cette panacée, c'est ce que cherchent depuis toujours tous les alchimistes. On se dit, il y a la pierre philosophale qui transforme le plomb en or, il y a la panacée qui est le remède à tous nos problèmes, et puis il y a l'élixir de longue vie, c'est la vie éternelle. Et donc, on vit, je crois que ce que je vais dire est banal, non? Le fait de vivre une vie humaine, par définition, nous expose à l'inconfort, aux difficultés, et on aimerait toutes, non, avoir tout à coup la solution miracle qui fait qu'on échappe à tout ça. Notre vie serait une vie sans inconfort, sans difficulté. Et alors, si on pouvait avoir en plus quelqu'un qui, tout à coup, le rêve qu'une personne va nous l'apporter, ça résoudrait magiquement tous nos problèmes. Eh bien, c'est le même piège dans la loi de l'attraction, c'est le même piège dans la pensée positive naïve, et tous ces chemins qui finissent par nous emprisonner. C'est nous offrir un problème peut-être réel, un enjeu réel, une solution miracle qui réglerait magiquement tous nos problèmes. Et puis, une fois qu'on s'engage là-dedans, évidemment que ce n'est pas le cas, mais on finit par être soi-même prisonnier de l'illusion. Il n'y a pas d'autre solution, j'ai l'impression, que de faire face aux douleurs de la vie. Et que bien sûr, d'avoir ce qu'on pourrait appeler une ou un ami dans le bien, qui peut être un enseignant, qui peut être aussi n'importe quelle personne qu'on rencontre dans l'existence, peut nous être utile, évidemment. Mais c'est l'illusion qui nous emprisonne et qui nous coupe du réel. Et puis le problème de l'illusion, c'est qu'on ne va pas faire face à nos émotions, à nos douleurs, à nos vies intérieures, puisqu'on attend que magiquement tout ça disparaisse, que quelqu'un nous apporte la solution sur un plateau. C'est ça aussi qui est un des grands enseignements du Dalai Lama. Il montrait très concrètement le travail qu'il y a à faire pour se libérer des illusions, et pas du tout ces pseudo-promesses qu'on voit... fleurir partout sur Internet. On est dans un monde de vendeurs de rêves, de vendeurs de la meilleure version de soi-même, de vendeurs d'illusions en réalité. Et c'est ça, la sagesse des petits riens. C'est-à-dire c'est la sagesse qui apparaît quand on s'ouvre au réel de nos propres vies. C'est à partir de là qu'on peut se libérer des prisons mentales. Et en fait, ce que tu veux dire par la sagesse des petits riens, c'est l'antidote et l'antipode de ce côté panacée miraculeuse. Oui. Donc nous, on ne voudrait pas une sagesse dans les petits riens, on voudrait un truc grandiose, on voudrait le grand chaman. Maintenant, c'est plus le grand chaman que le grand maître tibétain éveillé. Mais c'est toujours cette manière de ne pas vouloir rentrer dans une manière très concrète et simple de s'ouvrir à la splendeur de la vie, de la confiance dans l'être humain qui vient de cette libération concrète de nos prisons mentales. Et en t'entendant, on voit bien que malgré tout ce que tu as vécu, il y a une sorte de confiance dans ce qui nous anime, nous, les êtres humains. Au fond, le fait d'attendre quelque chose de différent, d'attendre le grand soir ou les colonnes de lumière, nous empêche au fond d'entrer en relation avec la vie, d'entrer en relation avec les autres. Et puis dans mon cas, d'attendre toujours autre chose, ça m'empêchait parfois juste de savourer le chant de l'oiseau, de voir les branches de l'arbre danser devant chez moi, d'apprécier le sourire de la personne qui traverse la rue, et ainsi de suite. Attendre toujours autre chose, je ne voyais pas ce qui était là. Et non, moi, une chose qui m'a marqué aussi, c'est lorsqu'on était en classe plus jeune, à l'époque, il y avait des tableaux noirs. Et la maîtresse ou le maître donnait les noms des élèves. On appelait le nom Kotsu et on levait la main et on disait « présent ». Et moi, j'ai l'impression qu'être ouvert à la vie, être lucide, c'est écouter la vie qui nous appelle, au fond. Comme si ce qui nous arrive dans le quotidien était la vie qui nous demande, qui nous appelle, et que nous pouvions, par nos actions, par notre attention, dire présent,
répondre présent à la vie. Merci beaucoup. Merci Fabrice. Merci d'avoir suivi cet épisode de Dialogue. Si vous voulez être au courant de toutes mes activités et de tous les dialogues que je fais, surtout, abonnez-vous à ma newsletter. C'est là où je vous fais part en avant-première des gens que j'invite et que je vais inviter. Et n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à faire connaître cette chaîne, à me faire part de vos commentaires. Merci infiniment. C'est un plaisir de partager avec vous ce souci de la dignité des êtres humains.